L'honorable chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Avant de livrer les remarques préparées en vue de la discussion sur la motion du gouvernement pour envoyer nos militaires et nos avions de chasse en Irak pour une mission de combat, je tiens à relever quelques-uns des propos du ministre qui vient de parler. Tout d'abord, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à mon ami que si ses réponses aux questions de mon porte-parole en matière de défense étaient bien exprimées, ce n'était pas exact. En ondes, au cours de la fin de semaine, il a dit que la résolution des Nations unies permettait une telle mission, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. J'ai lu la motion au complet, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Ce n'est pas une mission des Nations unies. Le ministre a beaucoup trop d'expérience pour ne pas savoir. Il a dit en ondes et les gens pourront lire ses paroles et les comparer à ce qu'il a dit aujourd'hui. En outre, pendant ses remarques un peu plus tôt, il a dit que le gouvernement avait clairement exprimé les motifs derrière cette mission, ses objectifs. Ce n'est pas vrai. Et j'y reviendrai un peu plus tard. On parlera des différentes versions que nous avons entendues de la part du gouvernement. Ce qui a été le plus surprenant ici vendredi lors du discours du premier ministre, et je suis d'ailleurs anxieux d'entendre le premier ministre aujourd'hui. C'est important que le ministre des Affaires étrangères soit là, mais le premier ministre devrait également prendre part au débat et j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à dire. Lorsqu'il a décrit l'État islamique, le ministre a dit que la raison pour laquelle on s'attaquait à ce groupe, c'est qu'il pille, qu'il viole et qu'il tue. Et il ne faut pas non plus minimiser les conséquences de tels agissements, on le sait. Mais, Monsieur le Président, comparons cela à ce qui figurait dans le discours du premier ministre vendredi. Le premier ministre a dit que son gouvernement n'était pas un ami d'Assad. Bon, j'aimerais prendre le ministre au mot, mais les gestes vont plus loin que les paroles. Ce qu'a dit le premier ministre dans son discours vendredi, c'est que si Assad nous demandait de bombarder la Syrie, qu'il accéderait à cette demande. On comprend bien que le premier ministre du Canada accorde beaucoup de crédibilité à Bachar al-Assad et à son régime meurtrier, mais nous ne lui donnons pas une telle crédibilité de ce côté-ci de la Chambre. Comment peut-on, d'un côté, affirmer que le régime de Bachar al-Assad ne mérite même pas qu'on lui adresse la parole, mais de l'autre côté, dire qu'on va répondre à une telle demande? Ça ne fonctionne pas et ça démontre le manque de structure du gouvernement et le manque de rigueur dont le gouvernement fait preuve, ainsi qu'un manque d'éthique à l'échelle internationale. Nous avons entendu dire le ministre un peu plus tôt dire qu'on ne peut pas donner d'aide humanitaire avant de participer à une mission de combat, à des bombardements. Regardons les pays qui sont proches de nous, que le gouvernement a bien cité d'ailleurs, mais qui ne font pas de mission de combat. L'Italie, l'Allemagne, la Norvège, ce sont tous des alliés au sein de l'OTAN. Ils fournissent de l'aide et rejettent l'idée de faire des frappes aériennes comme le Canada devrait le faire d'ailleurs. Le ministre a également dit que les gens cherchaient des raisons. Mais c'est une façon méprisante de s'adresser aux gens qui ne sont pas d'accord en disant que les bombardements, c'est une façon d'atteindre la paix dans une région qui a déjà vu trop de guerres. Nous sommes en désaccord avec le gouvernement. Des commentaires bien réfléchis – suggest the opposite. I'm only going to read two. partout au pays, dans des éditoriaux, on dit
le contraire. Je dis qu'a dit Agnès Gruda dans la presse le 4 octobre. Et ensuite, je vais lire Peggy Mason qui, hier, le 5 octobre, a écrit un article très bien réfléchi dans le Ottawa Citizen. Ce qui est important de savoir, c'est que Peggy Mason est l'ancienne ambassadrice aux Nations unies du Canada pour le désarmement. Elle était conseillère au ministre des Affaires externes du Canada à l'époque, Joe Clark. Le ministre parle de progressiste, mais oui, effectivement, elle était une progressiste conservateur. Agnès Gruda, La Presse, samedi 4 octobre 2014. Intitulé « Une guerre mal barrée ». L'Australie l'a fait. La France, l'Arabie saoudite et la Turquie. Une douzaine de pays ont déjà accepté de participer aux frappes aériennes américaines, pas des Nations unies, des frappes aériennes américaines, contre le groupe armé État islamique, EI, en Syrie et en Irak. Et le Canada s'y joindra dès la semaine prochaine. Le débat sur cet engagement militaire revêt de mauvais souvenirs. Ceux de la guerre contre Saddam Hussein, à laquelle le Canada avait eu la bonne idée de ne pas participer. Mais l'Irak de 2014 est différent de celui de 2003. Nous ne faisons pas face, cette fois, à une menace imaginaire. Depuis qu'il a mis la main sur la deuxième ville d'Irak, Mossoul, il y a 4 mois, l'EI a eu largement le temps de montrer de quoi ces hommes sont capables. Le rapport publié jeudi par l'ONU détaille les exactions qu'il a infligées aux civils irakiens au cours des 4 derniers mois. Exécutions sommaires, viols collectifs, enlèvements, pendaisons publiques. Les hommes de l'EI massacrent sans l'ombre d'un scrupule. Sur le terrain, les djihadistes menacent d'étendre leur territoire. La bataille pour la ville syrienne de Kobané, à la frontière de la Turquie, se poursuivait d'ailleurs hier. Alors oui, il y a d'excellentes raisons de vouloir stopper ces exaltés sanguinaires, y compris, s'il faut, par une offensive militaire internationale. Mais pas n'importe quelle offensive. Or, l'opération dans laquelle se sont engagés les États-Unis, c'est malheureusement un peu n'importe quoi. Entre guillemets, politiquement, les frappes ont eu jusqu'à maintenant un impact négatif, constate Robert Blecher, analyste à l'International Crisis Group, selon qui la coalition est en train de répéter les erreurs passées. L'un des principaux risques soulevés par cette offensive, c'est qu'elle finisse par aliéner les populations mêmes que l'on prétend sauver des griffes des islamistes. Robert Blecher cite l'exemple de villages syriens qui ont été bombardés un jour par l'armée américaine et le lendemain par le régime de Bachar al-Assad. Sur le terrain, il est très difficile de comprendre d'où exactement viennent les missiles, dit M. Blecher. Et il est très difficile d'expliquer au groupe rebelle dominant pourquoi Assad, lui, n'est pas bombardé. Ceux parmi les rebelles qui attendent de l'aide occidentale finissent par avoir l'impression d'être livrés en pâture au régime qui combattent, tandis que les civils ont le sentiment de se trouver sous le feu d'armes qui vise uniquement les sunnites. Politiquement, ça crée une situation extrêmement difficile, selon Robert Blecher. Et puis, que vise-t-on au juste? Il y a 2 semaines, les Américains ont bombardé une brigade affiliée à un autre groupe de rebelles djihadistes, le Front al-Nusra. Or, ce groupe se bat sur 2 fronts, contre Bachar el-Assad et contre l'EI, son ennemi juré.
En le soumettant à une pluie d'obus, on a donné un coup de main aux méchants que l'on veut anéantir. C'est assez paradoxal. Merci. Revenons à l'Irak. Là aussi, la ligne entre les gentils et les méchants n'est pas toujours étanche. Selon le rapport de l'Organisation des Nations unies, l'armée irakienne et différentes milices chiites ne font pas non plus dans la dentelle. Ici aussi, donc, les frappes aériennes peuvent entraîner des conséquences indésirables, notamment en radicalisant ceux que l'on prétend protéger dans la plus grande confusion. Personne ne sait quelle est au juste la stratégie poursuivie par la coalition, résume l'hebdomadaire allemand Der Spiegel dans une longue analyse. Menée comme elle est actuellement, cette offensive soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Est-ce qu'on combat seulement l'EI ou tous les islamistes, y compris ceux du Front al-Nosra? Sous question, comment éviter d'aider Bachar el-Assad et donc de s'aliéner les rebelles syriennes les plus fréquentables? De façon plus large, y a-t-il une stratégie politique pour l'après-guerre, tant en Irak qu'en Syrie? Et finalement, prend-on assez soin de s'assurer un soutien local à cette offensive, sans lequel elle est vouée à l'échec? Quand le groupe État islamique a fait son apparition en Irak au milieu des années 2000, la réponse n'est pas venue du ciel, mais des tribus sunnites locales qui ont réussi à le contenir. Et s'il a pu prendre une telle expansion cette année, c'est parce que ces mêmes tribus ne font plus confiance au pouvoir chiite de Bagdad. Finalement, pour venir à bout de la menace bien réelle que représente le groupe État islamique, il faut offrir une, entre guillemets, solution politique aux sunnites irakiens et syriens, souligne Robert Blecher. Selon lui, cette solution existe même en Syrie, où il y a encore des rebelles sunnites tout à fait fréquentables pour la communauté internationale. Le problème, c'est que dans sa forme actuelle, la guerre contre l'État islamique risque de transformer ses éventuels alliés de l'Occident en ennemis. Avec toutes ces couches de confession, de tribus et de guerres fratricides, l'Irak et la Syrie présentent des situations d'une complexité extrême. Pour dire les choses simplement, oui, l'EI peut être combattu par les armes, mais cette guerre-là est mal barrée. Et rien dans le discours du Premier ministre n'indique qu'il compte utiliser son pouvoir d'influence pour réaligner les choses. Voilà pour un commentaire côté francophone de Agnès Bruda de la Presse. Maintenant, pour Peggy Mason, dans le Ottawa Citizen ce week-end, en fait, juste hier, n'oubliez pas qu'il s'agit là d'une ancienne ambassadrice du Canada aux Nations unies, spécifiquement responsable pour le désarmement, et qu'elle fut conseillère spéciale de l'ancien ministre des Affaires extérieures progressiste conservateur Joe Clark. Harper's Iraq plan. Attendez, je reprends. Le plan du premier ministre empire les choses, dit l'ancienne ambassadrice. Le premier ministre va proposer cette mission lundi, c'est aujourd'hui, et d'après les sondages récents, les Canadiens sont légèrement d'accord avec les frappes aériennes pour lutter contre l'État islamique en Irak et au Levant, l'État islamique. Et ce n'est pas étonnant que les Canadiens veulent faire leur part, mais le fait que le premier ministre veuille envoyer. Je vais changer le tout parce que le nom du premier ministre est indiqué sur ce que je lis. Je vais essayer de changer la version. Le plan du premier ministre pour se lier à une coalition qui vise à bombarder l'Irak ne fait qu'empirer les choses. Le premier ministre et ses alliés sous-estiment leurs adversaires. Ils croient que ce sont des extrémistes qui veulent semer la terreur. L'État islamique, c'est peut-être un groupe impitoyable, mais il sait exactement ce qu'il fait. Il s'agit de combattants chevronnés qui sont menés par un leadership qui
remonte à l'époque où il y avait des forces britanniques et américaines en Irak de 2005 à 2009. Donc, l'État islamique joue aux échecs et la coalition joue au tic-tac-toe plutôt. L'État islamique, c'est un mouvement politique avec une idéologie bien réfléchie, quel que soit le niveau répugnant de cette idéologie pour l'Occident. Ils sont impitoyables car ils éliminent tous les ennemis potentiels, mais ils offrent également de la nourriture et des services essentiels pour les habitants des régions qu'ils contrôlent. Voilà pourquoi récemment on a ciblé les installations de pétrole, mais aussi les silos de céréales. Sur le plan humanitaire, c'est complexe, surtout si le conflit doit se poursuivre pendant très longtemps. Les frappes jusqu'à présent ont été contre-productives. Le premier ministre dit « nous », mais pourtant, nous ne sommes pas responsables du chaos en Libye. Pourtant, c'est absolument clair que la victoire militaire de l'OTAN en Libye a été un point de départ pour la guerre civile qui s'en est suivie. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé en Libye. Il faut en tirer des leçons. N'avons-nous pas excédé la portée du mandat des Nations unies en Libye? On aurait pu négocier une entente de partage de pouvoir qui aurait pu mener à une réforme démocratique plutôt que d'avoir un vide qui a été comblé par des extrémistes. On peut aussi tirer des leçons de la Syrie. Si l'Occident n'avait pas insisté sur le départ immédiat d'Assad et en faisant en sorte qu'il n'y ait pas eu de partage des pouvoirs, on aurait pu paver la voie à une réforme démocratique en Syrie. Et encore une fois, il y aurait eu beaucoup moins de place pour des extrémistes comme l'État islamique. Le fait d'avoir des gouvernements inclusifs et se combiner à un soutien militaire robuste, eh bien, cela a fait en sorte que les choses vont un peu mieux au Mali. Pour qu'il y ait une intervention efficace en Irak et en Syrie, il faut que tous les joueurs puissent être intégrés dans les négociations en Turquie. Mais ce n'est pas le cas. Cela devrait être au cœur de la stratégie politique et il devrait être là aussi pour participer, non pas simplement de façon symbolique. Il faut un changement d'approche et nous le réclamons depuis longtemps car en ce moment, les activités sont contre-productives pour lutter contre le terrorisme. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, cela nous vient de Peggy Mason, l'ancienne ambassadrice du Canada, qui était responsable du désarmement et elle a été conseillère à Joe Clark, l'ancien ministre progressiste conservateur des Affaires étrangères. Le gouvernement du Canada a entrepris une mission de reconstruction de l'Afghanistan, un pays qui avait été ravagé par la guerre qui avait commencé en 1979 par l'invasion de l'ancienne Union soviétique. L'objectif était d'amener stabilité et sécurité au nouveau gouvernement de Kaboul. Au cours des années, le gouvernement libéral a transformé radicalement cette mission. Ce qui était à la base une mission de reconstruction s'est vite transformé en mission de combat. L'arrivée des conservateurs au pouvoir n'a pas changé ça. Tout le contraire. La mission et les combats se sont prolongés. Quelques douzaines de forces spécialisées dans une mission très restreinte dans le temps, sont devenus 40 000 militaires canadiens dans notre plus longue mission de combat de l'histoire de notre pays, minimum 30 milliards de dollars de notre trésor, 160 morts, des milliers de blessés, sans oublier, parce qu'on a tendance à les oublier, les milliers de femmes et d'hommes qui sont revenus marqués psychologiquement avec le syndrome du stress post-traumatique. Les forces canadiennes étaient rendues bien loin de la mission originale de reconstruction qui était
en fait d'abord et avant tout du combat dorénavant. Ce qui est intéressant, puis vous savez, vous étiez là aussi, Monsieur le Président, malgré les attaques vicieuses à son endroit de la part des conservateurs, Jack Layton a eu le courage de faire ce qu'il fallait faire et de dire ce qu'il fallait dire. Jack Layton a posé des questions difficiles au ministre de la Défense de l'époque. C'était le député de Carlton, Mississippi Mills, qui était ministre à l'époque. Et l'ancien ministre pourrait se rappeler de l'une de ces questions. Quels sont les objectifs de cette mission? Et en quoi est-ce que cela répond aux objectifs en matière d'affaires étrangères pour le Canada? Quels sont les critères qui seront employés pour mesurer les progrès? Quelle est la définition de réussite? Familier, n'est-ce pas? Bien sûr que ça doit vous sembler familier, car ce sont les mêmes questions que le NPD pose aujourd'hui au sujet du déploiement en Irak. En fait, les mêmes questions ont été posées au sujet de la question en Afghanistan au Parti libéral peu avant qu'elles ne soient posées aux députés de Carlton, Mississippi Mills. Ces questions sont légitimes et les Canadiens doivent obtenir réponse à ces questions. Le NPD a aussi forcé la tenue d'un débat et d'un vote à la Chambre des communes. À l'époque, le Premier ministre a pu prolonger la mission en Afghanistan grâce à l'appui des députés libéraux. Les députés du NPD se sont opposés et j'en suis encore tellement fier aujourd'hui. Monsieur le Président, même si nous n'avons pas toujours été d'accord, il y a en fait une tradition dont nous sommes fiers au Canada et ici en Chambre, c'est-à-dire de collaborer dans le respect lorsqu'il s'agit d'aller ou non en guerre. Vous rappellerez que Audrey McLaughlin avait été introduite au conseil privé pour qu'elle puisse avoir accès à des renseignements. Le Blakey également y avait eu droit et le premier ministre lui-même avait eu droit à ce privilège lorsqu'on a lancé la guerre en Afghanistan. Et il est juste de dire qu'au départ, le premier ministre avait poursuivi dans cette voie. Il avait donné des renseignements à Jack Layton sur notre mission en Libye et aussi sur la mission au Mali. Et pourtant, maintenant, alors que le premier ministre s'apprête à nous envoyer en guerre en Irak, silence radio. Les conservateurs ont fait des pieds et des mains pour étouffer et empêcher le débat. Le premier ministre, avec l'appui des libéraux, a lancé une mission de guerre en Irak. Bon, au départ, c'était une mission de 30 jours, une mission sans combat, et il a dit qu'on allait réévaluer la situation à la fin de ce premier déploiement. Le 15 septembre, le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale a dit qu'il y avait déjà 16 soldats canadiens sur le terrain. Le 26 septembre, le premier ministre lui-même a affirmé qu'il y avait quelques dizaines de membres de la Défense nationale en Irak. Mais d'après Radio-Canada, c'est faux. Les 26 premiers soldats ne sont pas arrivés en Irak avant qu'il ne s'est écoulé 23 jours depuis le début de la mission. Le premier ministre ne l'a pas nié lorsque je lui ai posé la question, précisément en Chambre la semaine dernière. Monsieur le Président, comment peut-on évaluer une mission alors que les soldats ne sont sur le terrain que depuis une semaine? Il me semble que c'est plutôt malhonnête. Alors, on disait qu'on allait réévaluer la présence du Canada en Irak après un mois. Mais il me semble que c'est malhonnête. C'est voir une manigance. La première mission a été lancée sans qu'il y ait de débat ni même de vote au Parlement. Et le manque de renseignements clairs et honnêtes de la part de ce gouvernement va encore plus loin. Le ministre refuse de dire à quel endroit les soldats canadiens
seront installés. Dans quelle base? Où? Mais on se fait dire que ce sont des questions opérationnelles dont on ne peut discuter en public. Or, dans les autres pays, ce n'est pas un secret. Alors, pourquoi ne pas fournir ces renseignements? Le ministre des Affaires étrangères insiste également pour dire que les forces canadiennes vont être sous le commandement du chef d'état-major de notre pays, mais dans une autre entrevue, il a dit que ce dernier allait travailler sous le leadership des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que le premier ministre refuse de donner des renseignements au sujet de la mission, il n'arrive pas non plus à définir les objectifs de la mission. En septembre, le 30 septembre, lorsque je lui ai demandé de définir la victoire en Irak, le premier ministre a dit que l'État islamique planifiait une attaque contre de grands segments de la population en Irak et aussi contre le Canada. Il a dit que le Canada allait collaborer avec ses alliés dans une opération antiterroriste pour en arriver à un point où cette organisation ne serait plus en mesure de lancer ce type d'attaque. Mais dans son discours en Chambre vendredi dernier, le premier ministre reculait déjà par rapport à cet objectif. Il a dit qu'on allait chercher à réduire la capacité de l'État islamique à entreprendre des opérations militaires et à exploiter des bases parfaitement visibles. Et maintenant, le ministre des Affaires étrangères vient d'abaisser encore plus les attentes. Il a dit qu'on allait chercher à endiguer le problème et à empêcher le problème de prendre de l'expansion. Alors, nous avons des renseignements qui ne sont pas justes. On a affaire également à un objectif en pleine évolution qui n'arrête pas de changer. Mais rappelez-vous que les États-Unis sont en Irak depuis plus de 10 ans. Ils luttent contre l'État islamique sous un nom ou sous un autre depuis plus de 10 ans. L'État islamique a changé de nom plusieurs fois depuis 2004. Al-Qaïda en Irak, les Moudjahidines également, l'État islamique en Irak et au Levant. Mais c'est toujours le même groupe. On se bat contre ce groupe depuis une décennie. Alors, pourquoi est-ce que le premier ministre croit qu'on peut, nous, avec nos forces militaires, réussir là où les autres ont échoué depuis 2003? Le premier ministre a insisté à 2 reprises en Chambre en disant que cela n'allait pas devenir un bourbier. La mission n'allait pas se transformer en bourbier. Le premier ministre a employé le mot bourbier à maintes reprises alors que la mission n'a même pas été lancée encore. Alors, Monsieur le Président, je ne crois pas que ce soit de bon augure. Ce week-end, le ministre des Affaires étrangères a dit dans une entrevue auprès de Tom Clark qu'il planifiait déjà la prochaine prolongation de la mission qui n'a pas encore été lancée. On n'a même pas encore voté sur la mission et il prévoit déjà la prolongation. Et j'aimerais citer Robert Fowler, l'ancien ambassadeur du Canada auprès des Nations unies. Et voilà, voici ce qu'il a dit. Notre coalition va inévitablement faire en sorte que la mission va changer et va s'accroître. Nous allons tuer beaucoup de civils, beaucoup plus de civils que le califat pourrait même le faire dans ses rêves les plus fous. Le premier ministre a même dit qu'il allait lancer des frappes aériennes contre l'État islamique en Syrie si le régime de Bachar al-Assad le lui demandait. Un régime dictatorial et brutal qui s'adonne à des exactions indicibles. Et nous trouvons cela répréhensible que le premier ministre accorde de la crédibilité à ce régime et qu'il s'attend à ce que ce régime dicte la conduite de nos hommes et de nos femmes en uniforme. Regardons la liste des atrocités qui nous vient de sites officiels.
il y a des attaques qui sont menées et il y aurait eu 29 massacres qui ont été perpétrés par des gens loyaux à Assad rien qu'en 2014. On a eu recours à des armes chimiques dans la région Ghouta à Damas. Il y a eu confirmation d'un recours à des armes chimiques contre des civils et c'est la première fois que c'est confirmé depuis 1988 et c'est le premier grand massacre de la sorte de notre siècle. Et les États-Unis estiment que près de 1500 civils sont décédés. On a accès à des bombes de fabrication artisanale contre des écoles, entre autres. Et on a eu recours à ce type d'armes qui contiennent du chlore à 8 reprises depuis 2014. On a également des enfants et des femmes enceintes qui sont ciblés par des tireurs embusqués. On cible les ambulances, les médecins, des pharmacies. Il y a de la torture systématique et il y a plus de 11 000 personnes en prison qui ont été tuées entre 2011 et 2013. Assad s'en prend aux patients blessés dans les hôpitaux pour les faire parler. Il les torture, mais ce sont des personnes qui ont manifesté et ils sont accusés d'avoir donné des activités armées. Il y a également eu des massacres où des enfants sont décédés et on a tué aussi des familles entières. Il y a la violence sexuelle qui est perpétrée contre les enfants et les filles pour humilier les détenus aussi. Il y a aussi le recours à la famine à titre d'arme de guerre et il y a 2800 civils qui ont été affamés à mort et près de 20 000 civils souffrent de famine et ce sont les chiffres en date de cette année. Dans son discours en Chambre vendredi, le Premier ministre du Canada dit que si la personne responsable de ces atrocités en faisait la demande, lui-même, le Premier ministre, répondrait positivement. Nous trouvons que c'est une honte. C'est parmi le grand nombre de raisons pour lesquelles un grand nombre de nos alliés ont exprimé des préoccupations avec beaucoup d'éléments de cette mission. Déjà, elle n'a pas le mandat des Nations Unies et pas le mandat de l'OTAN. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont fait la liste d'un certain nombre de nos alliés qui vont participer. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark. Mais la Grande-Bretagne et le Danemark ont refusé de s'engager dans des frappes aériennes contre le régime de Bachar al-Assad. L'Italie et l'Allemagne ont rejeté toute participation à la mission de combat. Le ministre des Affaires étrangères tente de couvrir les questions graves qui sont soulevées concernant cette mission. Il a prétendu cette fin de semaine, et je cite, « Le Conseil de sécurité des Nations unies a été saisi de la question et a adopté une résolution à l'unanimité concernant l'opération en Irak. » Cette déclaration est entièrement et indubitablement fausse. Pour ne citer qu'une seule source, en fait, ça vaut la peine de lire la résolution parce qu'elle est assez longue. Mais le New York Times, le 27 septembre, a dit que le Conseil de sécurité des Nations unies et sa résolution sur l'Irak et la Syrie n'autorisent pas les actions militaires par quelque pays que ce soit. Fin de la citation. C'est l'analyse de tout le monde parce que c'est ce qu'il y a dans la résolution des Nations unies et du Conseil de sécurité. On ne peut pas lui faire dire ce qu'on veut. Il y a une écrasante majorité de parties prenantes qui appuient la nécessité de confronter les horreurs perpétrées par l'État islamique. Mais les pays ne s'entendent pas sur l'intervention d'une force militaire occidentale. Il y a près de 3 semaines, le journal Haaretz d'Israël avait indiqué que l'État islamique avait recruté plus de 6 000 nouveaux combattants depuis que les États-Unis ont commencé ses frappes aériennes en août. Au moins 1300 de ces combattants proviennent de l'étranger. Alexander Panetta de la presse canadienne a indiqué que l'Observatoire syrien fondé à Londres
fait état du fait que 5 civils ont été tués dans des frappes contre des raffineries pétrolières. 2 travailleurs ont été tués dans un moulin et 6 000 civils ont été tués dans la campagne à Al-Asika. Le groupe dit qu'il est au fait de 70 personnes qui se sont joints à l'État islamique dans la région d'Alep après les frappes aériennes des États-Unis. Peggy Mason, que j'ai citée plus tôt, ancienne ambassadrice des Nations Unies pour le désarmement, avait cela à dire. Le Premier ministre et ses alliés sous-estiment leurs opposants en les prenant pour une bande d'extrémistes religieux qui ne veulent que répandre la terreur. L'État islamique a joué un jeu stratégique alors que les pays occidentaux avancent à l'aveuglette. Les conséquences de l'intervention occidentale sont tout à fait contre-productives. Robert Fowler, notre ambassadeur qui a servi le plus longtemps aux Nations Unies et qui a conseillé 3 premiers ministres, a indiqué que l'État islamique connaît bien la façon dont il peut aveugler les États-Unis et trancher la gorge des Occidentaux. Ils savent tirer profit d'activités militaires des pays occidentaux et ils souhaitent nous leurrer pour nous y attirer et nous défaire. Ils savent qu'ils vont pouvoir accroître leur base de recrutement, leur pouvoir et la portée et les répercussions de leurs activités. Et ils se moquent complètement du nombre d'effectifs qu'ils vont perdre dans le processus. Les pertes peuvent être à la fois dévastatrices et une bénédiction. Ils comptent exactement sur la réaction que nous avons en ce moment pour y parvenir. Personne ne sait quelle est au juste la stratégie poursuivie par la coalition, résume l'hebdomadaire allemand dans une longue analyse. Selon Robert Blecher, l'analyste à l'international, politiquement, les frappes ont eu jusqu'à maintenant un impact négatif. Sur le terrain, il est très difficile de comprendre d'où exactement viennent les missiles et très difficile d'expliquer au groupe rebelle dominant pourquoi Assad, lui, n'est pas bombardé. Politiquement, ça crée une situation extrêmement difficile. But military force is not. Mais la force militaire n'est pas notre seule option. Les néo-démocrates exhortent le gouvernement à accroître considérablement l'aide humanitaire en Irak, qui, au final, n'est que de 28 millions, bien que je dirais que j'étais très heureux d'entendre une annonce que nous avions demandée, à savoir 5 millions pour les victimes de violences sexuelles. Et c'est une bonne chose que le gouvernement du Canada a pris, et nous tenons à féliciter le gouvernement pour cet aspect de son annonce d'aujourd'hui. Dans l'une des quelques mesures qu'a pris le gouvernement pour collaborer avec les autres partis de la Chambre, le ministre des Affaires étrangères a amené ses homologues de l'opposition en Irak. C'était de l'aide humanitaire, pas des frappes aériennes que les leaders sur le terrain ont demandé. On peut aussi aider les forces dans la région à acquérir la capacité de s'opposer à l'État islamique elle-même. Le Canada est déjà dans l'ombre des forces irakiennes et kurdes. On doit agir dans l'ombre des forces irakiennes et kurdes. C'est ce qui va dans le sens de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça va dans le sens du droit des nations de se défendre elles-mêmes. C'est à eux de déterminer à quel groupe faire confiance. La solution à ce conflit tragique proviendra de ceux qui se trouvent sur le terrain et la communauté internationale dans son ensemble, et pas juste l'Occident. Et ensuite, les diplomates canadiens pourront jouer un rôle clé. Je pourrais citer Peggy Mason, ancienne ambassadrice des Nations Unies pour le désarmement. Il faut se rappeler comment nous en sommes venus jusqu'ici. À maintes reprises, par le passé, nous avons choisi la guerre plutôt que les négociations. Un mandat des Nations Unies qui privilège un gouvernement inclusif et des réformes démocratiques de concert avec un appui militaire solide a été essentiel à des progrès énormes au Mali et en Somalie. Un mandat des Nations Unies pourrait être aussi efficace pour une intervention en Irak et en Syrie si des pays, y compris la Russie et l'Iran, font partie pleinement des négociations et l'Arabie saoudite et ces 2 autres pays sont au centre d'une stratégie. Un mandat des Nations Unies global qui, sans un mandat comme ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Pour venir à bout de la menace, il faut offrir une solution politique aux sunnites irakiens et syriens. ISIS has thrived in Iraq and Syria. L'État islamique prospère en Irak et en Syrie justement parce que ces pays
non pas de gouvernements qui fonctionnent bien et qui sont stables et qui soient capables de maintenir la paix et la sécurité au sein même de leurs confins. Le Canada devrait avoir recours à toutes les ressources humanitaires et diplomatiques pour s'assurer que la tragédie humaine qui se déroule sur le terrain soit enrayée et pour renforcer les forces politiques des deux pays. Le Canada s'est gagné une réputation en rejetant des interventions passées. Nous sommes en mesure de prendre cette tâche. La tragédie en Irak et en Syrie ne prendra pas fin par une autre invasion de l'Occident. Celle-ci se produira si on aide les gens sur le terrain à élaborer les institutions militaires et les institutions politiques et les capacités militaires dont ils ont besoin pour prospérer. C'est la raison pour laquelle je propose, appuyé par le député d'Ottawa Centre, que l'élément du gouvernement numéro 13 soit modifié en supprimant l'article III et en la remplaçant par ce qui suit. Accepte qu'à moins d'être confronté à une force forte et directe contre les autorités locales compétentes, la menace de l'État islamique à la paix et à la sécurité internationale, y compris aux collectivités canadiennes, ira en s'accroissant. Demande au gouvernement de participer à la lutte contre le IIL et offrir un appui militaire en matière de transport des armes pour une période allant jusqu'à 3 mois. Demande au gouvernement de renforcer les activités d'aide humanitaire dans les zones où elles pourraient avoir un impact immédiat et sauver des vies. Construire des camps hivernisés pour les réfugiés. Investir dans les installations d'eau potable, sanitaire et d'hygiène, les soins de santé et l'éducation pour les personnes déplacées par les combats. Demande au gouvernement d'offrir de l'aide dans la tenue d'enquêtes et de poursuites dans le cas de crimes de guerre. Demande au gouvernement de ne pas déployer les forces canadiennes dans les missions de combat. Demande au gouvernement d'obtenir l'approbation de la Chambre pour tout prolongement de la mission ou toute participation des forces canadiennes en Syrie. Demande au gouvernement de faire rapport sur les coûts de la mission de façon mensuelle au Comité permanent des affaires étrangères et doit continuer d'offrir son plein et entier appui aux braves hommes et femmes des forces armées canadiennes qui assurent notre sécurité pour chacun d'entre nous.